Aujourd'hui, on revient à l'intérieur de la cellule pour voir la structure du hyaloplasme proprement dite. Ce hyaloplasme est considéré comme étant le milieu vital de la cellule. C'est-à-dire que l'intérieur de la cellule, à partir de la face interne de la membrane jusqu'à l'intérieur de toute la cellule, ces organites, tous les organites, baignent dans le hyaloplasme. Ce hyaloplasme est considéré comme étant le milieu vital de la cellule ou bien le milieu nutritif de la cellule. Ce hyaloplasme, en général, il a plusieurs dénominations. L'ancienne dénomination, c'est le hyaloplasme, c'est le cytosol ou bien le plus le cytosquelette. Il y a d'autres dénominations. Le protoplasme, c'est le cytoplasme et le noyau. Ensuite, certains auteurs le nomment kinoplasma. Kinoplasma, c'est la partie énergétique. Anthropoplasma, c'est la partie nutritive. Ça veut dire que toutes ces dénominations, soit on prend le noyau et le cytoplasme, soit on prend les autres organites, soit on prend uniquement la partie cytosol. Cyto, cellule, sol, solution. C'est-à-dire en milieu homogène, en microscopie optique, on voit un milieu homogène, c'est qu'on appelle communément le cytoplasme. En réalité, nous avons aussi le paraplasme, c'est l'ensemble des inclusions contenues dans le cytoplasme. En général, les inclusions de glycogène, les inclusions lipidiques, certains acides aminés, l'eau, les sels minéraux, etc. Donc tout ce qu'il y a dans ce paraplasme. Mais la dernière dénomination mentionne que le cytoplasme, c'est le cytosol plus le cytosquelette plus le paraplasme. Mais nous, on considère en général uniquement deux parties. Une partie amorphe, formée par une solution d'eau, d'ions, de sels minéraux, et la partie fibreuse ou la partie squelettique proprement dite. Le hyaloplasme, en général, un historique, a été créé, ou a été plutôt développé par Pfeffer en 1877. Ça veut dire que le terme hyaloplasme, hyalin, chefef, plasme, liquide, désignait la substance fondamentale. Donc la substance fondamentale, c'est tout ce qu'il y a comme eau, ions, sels minéraux, etc. Complexe et hétérogène du cytoplasme. Alors, quand on dit hétérogène du cytoplasme, il y a un mélange. Et parmi ces éléments, nous avons aussi le cytosquelette. C'est pour cela le terme est désuet, un synonyme actuel. Ça veut dire il est désuet, il n'est plus utilisé. Il n'est plus utilisé. On garde le titre, c'est vrai. Mais en réalité, le terme qui est utilisé en biologie moléculaire, ou bien en cytologie, c'est le cytosol. Donc le cytosol, c'est l'hydroplasme. L'hydroplasme, c'est la partie liquide du cytoplasme. Nous avons l'ancien terme hyaloplasme. Donc c'est la partie du cytoplasme où baignent les organites limités par la membrane. Ça veut dire on enlève les organites, on laisse la partie visqueuse, opalescente, et là, pour ne pas confondre entre les différents termes, retenez quand on enlève le noyau, la mitochondrie, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, peroxysomes, il y a uniquement un milieu en microscope optique, un milieu homogène, un milieu confus. Mais au fur et à mesure qu'on augmente le grossissement, il va y avoir, bien sûr, la différenciation des éléments constitutifs de ce cytosol. Là, il comprend deux parties. Une solution aqueuse, complexe, le cytosol, et un réseau de filaments protéiques, le cytosquelette, squelette de la cellule. Ça veut dire que tous les termes qu'on a cités, ce sont des termes qui déterminent soit les organites,
soit des anciens termes qui ne sont plus utilisés maintenant. Ce qu'il faut retenir, et à partir de ce moment, que ce cytoplasme communément appelé, voilà, cytoplasme communément appelé, maintenant on prend en considération le cytosol pour pouvoir mettre en évidence la partie nutritive de la cellule. Ensuite, cette partie nutritive, elle a un squelette. Et ce squelette, ce qu'on a appelé cytosquelette. Cyto, cellule. Squelette, c'est la structure de la cellule. Heikel al-Khaliya. D'accord? Donc l'armature de la cellule, qui est formée plus tard par des microtubules, des filaments intermédiaires et des microfilaments. Et on a eu l'occasion de voir ça en TD. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence certaines structures du cytosquelette. Et là aussi, la combinaison des résultats morphologiques et les techniques d'isolement assimilent le cytosol au dernier surnageant à structurer et récupérer après ultracentrifugation. Alors, je m'explique. Si vous vous rappelez bien, quand on a vu les techniques d'analyse, chaque fois, quand on fait une ultracentrifugation, soit différentielle ou normale, on a un culot, on a un surnageant. Le culot, en général, il contient les substances denses. Le surnageant, tout ce qui est léger. Parmi les éléments du surnageant, ce sont les éléments du cytosol. Et c'est pour cette raison, quand on fait l'ultracentrifugation, alors, si ma mémoire est bonne, un peu de rafraîchissement de votre mémoire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'ultracentrifugation différentielle et l'ultracentrifugation par gradient de densité. Donc, quand on utilise l'ultracentrifugation différentielle, on met en évidence cette différenciation, le fait d'avoir au fond du tube un culot et le surnageant. Le surnageant, c'est le cytosol. Voilà l'aspect structural. L'aspect structural, observation au microscope photonique ou bien au microscope optique. C'est un milieu homogène en général. Un milieu homogène, voilà, nous avons les inclusions de glucogène et des gouttelettes lipidiques. Les inclusions de glucogène, en général, dans la majorité des cellules, sauf au niveau des neurones, des cellules nerveuses, quantité importante dans les cellules localisées dans le stockage du glucose, parce que le glucogène, un peu de biochimie, le glycogène se transforme en GMP, qui se transforme en G6P, et il va dans la glycolyse. 2. On les trouve dans les cellules musculaires, là on a besoin beaucoup d'énergie, mais aussi dans les cellules hépatiques, ou bien les hépatocytes, c'est les cellules du foie. Donc vous voyez que nous avons des inclusions de glucogène, et voilà où est-ce qu'on trouve ces inclusions de glucogène, et au niveau de quel type de cellules. Le deuxième point, les gouttelettes lipidiques, aussi en quantité importante dans le stockage, surtout des acides gras. Où on les trouve? On les trouve au niveau des cellules adipeuses ou bien des adipocytes. La composition chimique, comme on l'avait dit tout à l'heure, que ce cytosol contient de l'eau, des enzymes, des protéines structurales, des acides aminés, des acides nucléiques, et contient aussi des sucres et des ions. Donc vous voyez que toute cette panoplie, toute cette armada de substances intervient dans le cytosol, dans la substance fondamentale du cytosol proprement dit. En cas de besoin, la polymérisation des structures filamenteuses du cytosquelette provoque un changement réversible de la consistance du hyaloplasme qui passe de l'état colloïdal fluide à l'état colloïdal rigide et élastique. Alors là, on a vu le passage polymérisation, dépolymérisation.
Là, on met en évidence des états. Un état fluide, solution, un état rigide, gel. Donc c'est pour cela, quand on parle de la structure du cytosol, on dira que c'est un milieu visqueux, opalescent, ayant un pH neutre, et il peut subir différentes transformations selon les conditions dans lesquelles il se trouve. Et c'est pour cette raison qu'on a cette inversion, ce changement d'état de l'état fluide sol à l'état élastique gel. Ce changement d'état est appelé thixotropie. Ça veut dire c'est l'état physiologique. Alors, permettez-moi de vous dire que cet état, si bien sûr notre cytosol change d'état, il peut y avoir bien sûr des effets et une influence physiologique sur le cytosol. La composition moléculaire du cytosol, c'est un gel colloïdal. Donc c'est un gel colloïde, 4 fois plus visqueux que l'eau. On avait dit tout à l'heure qu'il est visqueux. pH 7, pH extracellulaire 7,4 pour pouvoir faire la différence. Heureusement que du point de vue physiologique, dans la physiologie cellulaire, heureusement que le pH du cytosol est 7, est neutre. Ça veut dire que toutes les substances qui arrivent à la cellule ne seront pas touchées par un pH acide ou bien un pH basique. 80% d'eau. Ensuite, des ions, Na+, K+, chlore, magnésium, calcium, etc. Les gaz, l'oxygène, CO2, les échanges gazeux. Le volume du cytosol, 54%, exemple d'une cellule hépatique. Là aussi, on a un tableau au niveau duquel on met en évidence le pourcentage de l'occupation du cytosol des cellules. Le rôle, on l'a déjà dit, il est bien défini. Premièrement, c'est le carrefour, c'est le lieu de jonction, d'intersection, de relation entre quoi? Des réactions métaboliques, c'est le lieu de rencontre. C'est là où s'effectuent toutes les réactions métaboliques. Qui dit réaction métabolique dit anabolisme, catabolisme, dit réaction de dégradation et réaction de synthèse. Donc cela montre bien que c'est un milieu très important. D'ailleurs, 2 grandes réactions s'effectuent au niveau du cytosol. Nous avons la glycolyse anaérobie, qui débute du glucose et se termine à l'acide pyruvique. Et nous avons la synthèse des protéines. Ça veut dire que 2 grandes réactions anaboliques et cataboliques s'effectuent au niveau du cytosol. Les réserves de matériaux, ça veut dire que si on a des gouttelettes lipidiques, des graines de glycogène, c'est un moyen de réserve. C'est au niveau du cytosol. Régulation du pH intra-extracellulaire. Et là, la pénétration d'eau, l'entrée et la sortie d'eau, permet de réguler ce pH, qui est de 7 à l'intérieur de la cellule et 7,4 à l'extérieur. Donc il n'y a pas une grande différence. Mais ce maintien d'équilibre est assuré par la quantité d'eau et d'ions qui pénètrent de part et d'autre de la membrane. C'est pour cela, c'est pour cela quand on verra les lysosomes, on verra que le pH est acide à l'intérieur du lysosome, à l'intérieur de la cellule, il est neutre, donc il y a une grande différence. Et là, on mettra en évidence quelles sont les conditions dans lesquelles le lysosome est maintenu comme acide ou bien le pH est acide. Donc, réserve énergétique aussi grâce aux vacuoles lipidiques et glycogéniques, comme on l'avait dit, tenue de matériaux, les acides aminés, réserve de matériaux nécessaires à la construction des édifices moléculaires, réserve de matériaux, c'est les acides aminés, parce que la synthèse des protéines, elle s'effectue au niveau des ribosomes, et les ribosomes sont en contact direct avec le cytosol, donc les acides aminés qui seront assemblés se trouvent au niveau
du cytosol. Transit de molécules protéiques et macromolécules, c'est un lieu de transit. Ça veut dire que les substances qui arrivent de l'extérieur passent obligatoirement dans le cytosol. Les substances qui partent de l'intérieur de la cellule partent obligatoirement à partir du cytosol. Et toute substance qui va soit au niveau de l'appareil de Golgi, soit au niveau du noyau, soit au niveau du réticulum endoplasmique, soit elle arrive à ces organites ou bien elle sort de ces organites. Elle doit obligatoirement transiter, passer, traverser ce milieu vital qui est le cytosol. On a dit le carrefour des voies métaboliques. Anabolisme, catabolisme, comme on avait dit tout à l'heure, la synthèse des protéines et la glycolyse anaérobie. La transduction du signal à partir de la membrane plasmique vers les organites et le noyau. Ça vous rappelle quoi? Un récepteur couplé à la protéine G. Un récepteur enzymatique catabolique. Ça veut dire que, en général, ça c'est des exemples, en général, tous les signaux qui viennent de l'extérieur en traversant la membrane, avant d'arriver à l'organite cible, doivent passer par le cytosol au niveau duquel il y a l'effecteur. Si vous vous rappelez bien, quand on a parlé de la protéine G, on avait dit un effecteur, il y a un messager primaire, il y a un messager secondaire. Le messager primaire, il se trouve à l'extérieur de la cellule. Le messager secondaire se trouve à l'intérieur. La même chose dans le transport hormonal. On avait dit hormone, récepteur, protéine G, adénylate cyclase, l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, où est-ce qu'elle se trouve? À l'intérieur du cytosol. Elle va transmettre une information qu'elle a reçue du milieu extracellulaire, mais toujours dans le cytosol. Donc, c'est le milieu au niveau duquel il va y avoir transit de toutes les substances. Il a une fonction structurelle, ça veut dire qu'il donne la forme à la cellule. Un support mécanique par le maintien des formes, ça veut dire la stabilité mécanique et morphologique. Les fibres du cytosquelette stabilisent et balancent les forces composées au sein des cellules. Ça veut dire qu'une cellule s'étire. La résistance à cet étirement n'est pas fortuite. Elle n'est pas faite comme ça. Elle est assurée par le cytosquelette. La déformation, exemple des macrophages, là aussi, c'est le cytosquelette qui se déforme et qui donne cette forme à ce macrophage pour faire la phagocytose. Fournissent les points d'ancrage des organites intracellulaires. Ça veut dire que les organites intracellulaires sont maintenus en équilibre. Quand ils sont maintenus en équilibre, ils sont liés par des jonctions, des points d'ancrage, des points de liaison. C'est qui? C'est le cytosol. Par quoi? Par le biais du cytosquelette. Il existe 3 types de fibres qui constituent le cytosquelette. Les microtubules, les microfilaments d'actine et les filaments intermédiaires. Voilà les filaments d'actine. On verra tout à l'heure que l'actine est formée par 2 types. L'actine F, l'actine G. Nous avons les filaments intermédiaires, comme ceux qui se trouvent à l'intérieur du noyau. Et nous avons les microtubules, c'est les gros tubes formés par la tubuline. Voilà un petit tableau récapitulatif au niveau duquel on a les types de microfilaments, leur structure, le diamètre, les sous-unités protéiques constitutives de ces fibres et les principales fonctions. Donc là, nous avons des filaments d'actine, 2 filaments d'actine jumelés. Les filaments intermédiaires, c'est des protéines filamenteuses super enroulées, dans des filaments épais. Et les microtubules, ce sont des tubes creux, voilà, creux. Et à l'extérieur, il y a des colonnes de tubuline. Les diamètres, pourquoi? Les petits filaments sont les filaments de 7 nanomètres.
Filament intermédiaire parce que c'est entre les deux, entre 12 et 8 et 12 nanomètres. Et les microtubules, c'est les plus gros. Ça veut dire les plus fins, c'est les filaments d'actine, les moyens, c'est les filaments intermédiaires, et les plus épais, c'est les filaments de microtubules. Sous unité d'actine, différentes protéines comme la famille des kératines et la tubuline. Nous avons A et B tubuline ou bien l'alpha et bêta tubuline. Les principales fonctions, maintien de la forme cellulaire, maintien de la forme cellulaire, maintien de la forme cellulaire. Ça veut dire l'essentiel, c'est maintenir la forme cellulaire. Par contre, les autres rôles, ce sont les rôles secondaires intervenant au niveau des filaments, au niveau du cytosquelette. Exemple, changement de la forme de la cellule, contraction musculaire, mouvement du cytoplasme continu. Les mouvements du cytoplasme continu, quand il y a un mouvement intérieur, on les appelle mouvements de cyclose. Cyclose. Cycle, clos. On les a rassemblés, c'est minam cyclose. Cycle clos, il y a un cycle fermé. C'est les mouvements intracytoplasmiques. Les mouvements intracytoplasmiques, c'est les mouvements de cyclose. Motilité cellulaire, ou bien mobilité. Pseudopode. Pseudopode, ce qu'on a dit, Arjun Keviba. Exemple, dans la phagocytose des macrophages, on a des pseudopodes, des faux pieds. Mais la déformation du cytosquelette qui donne cette forme de pseudopode. Et le dernier point, division cellulaire, formation du sillon de clivage. L'année prochaine, Inch'Allah, vous allez étudier la division cellulaire en deuxième année en génétique. Et là aussi, vous allez étudier la division cellulaire, comment se clive, comment se divise, comment se coupe, comment se scinde la cellule en deux cellules. La même chose, maintien cellulaire, l'ancrage, certains organismes. Vous voyez qu'au niveau du cytosquelette, c'est assurer la stabilité morphophysiologique du squelette de la cellule. L'actine, elle est divisée en deux parties. L'actine G, globulaire, ou l'actine F, fibrillaire. G, c'est en globule, et ça, c'est en filament et en fibre. Donc, les microfilaments, nous avons l'actine et la myosine. Les microfilaments interviennent dans les mouvements cellulaires, dans les structures musculaires et non musculaires. En physiologie, vous allez étudier la contraction musculaire, au niveau de laquelle on va mettre en évidence l'actine, la myosine, la tropomyosine. Et là aussi, quand on va parler de la troponine, ou la troponine I, la troponine C, et nous avons trois types de troponine. Nous avons la troponine E, I, la troponine T et la troponine C. Ça veut dire qu'il fixe le calcium, qui inhibe les sites et qui se lie à la tropomyosine. Et du point de vue général, toutes ces structures protéiques interviennent dans la contraction musculaire ou bien dans la machinerie contractile des cellules. Soit musculaire, c'est au niveau des muscles, soit non musculaire, au niveau du cytosquelette. C'est pour cela, l'actine, on verra plus tard, on dira que l'actine, il y a l'actine cellulaire qui intervient dans la stabilité cellulaire. On a trois types d'actine. On a l'actine alpha, l'actine bêta et l'actine gamma, dont les dimensions varient de 5 à 8 mm. Bon, cette actine globulaire, l'actine G, l'association avec, en mettant en évidence l'ATP et un précurseur qui est le magnésium, Mg2+, va donner des fibres, un filament, c'est l'actine F. Donc, pour votre information, actine G globulaire plus actine G sigma, ensemble d'actine G égale actine F qui forme une double hélice. Les myosines, nous avons deux types, la myosine de type 1 et la myosine de type 2. En réalité, nous, quand on parle de myosine, on va parler HMM, heavy, méromyosine, vgila, lourde. On peut parler de light, légère, méromyosine. La myosine lourde, c'est dans la tête, et la myosine légère, dans les bras. Donc c'est pour cela que dans la structure, en général, des microfilaments, on a, voilà, cet échafaudage. Qu'est-ce que ça veut dire, un échafaudage? Un échafaudage, c'est un croisement. Un croisement
entre les différents éléments constitutifs du cytosquelette. Voilà les microtubules, voilà les microfilaments et les filaments intermédiaires. Tous ces composés s'associent, voilà notre membrane et voilà les différents organites. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que les différents organites sont stabilisés par ce croisement, cet échafaudage de microtubules, filaments intermédiaires et microfilaments. Un échafaudage, c'est quoi? C'est comme l'échafaudage du maçon. Vous voulez construire une tour, vous mettez du fer croisé, et là, le maçon, il se met dessus et il construit. Normal, c'est ça l'échafaudage. C'est un échafaudage de microtubules, microfilaments et filaments intermédiaires. Et là, nous avons les différents organites, la membrane articulement endoplasmique, les ribosomes, mitochondries, etc. Les mouvements de locomotion, les mouvements de déplacement. Nous avons les membranes ondulantes. Alors, ce sont des expansions cytoplasmiques planiformes, fines, sortes de voiles ou de lames minces animées de mouvements d'ondulation. Ces mouvements, on les appelle, nous, mouvements amoeboïdes. Qui m'aide? Mouvements amoeboïdes. Ça veut dire la membrane, elle se déforme. Et quand elle se déforme, la cellule, en se déformant, elle entraîne une déformation du cytosquelette. C'est pour cela que j'ai dit expansion cytoplasmique planiforme dans un plan. Et ça, c'est en fonction du déplacement, en fonction du type de cellule. Le deuxième, nous avons les mouvements amoeboïdes. Ça veut dire que ces deux types de mouvements entraînent une déformation de la cellule. Sauf que la déformation de la cellule dépend d'un type cellulaire à un autre. Permettons de se mouvoir reptation. Reptation, zawahef. Reptile. C'est pour cela que ces cellules se déforment. Alors, si on prend comme exemple les macrophages, les coraillettes, comme les leucocytes, coraillettes al-bayda, dire amaliyat al-balhama. Donc, dire une phagocytose. Quand vous observez sous microscope, vous voyez que la cellule se déforme. La déformation de la cellule, elle est conditionnée par, qu'on a dit, le déplacement et la déformation de la cellule est conditionnée par la structure du cytosquelette. En plus du cytosquelette, la membrane aussi se déforme avec ces mouvements. Comprendre la motilité cellulaire pour contrôler les métastases. Chaque fois, on donne un exemple d'une cellule normale et une cellule cancéreuse, une cellule anormale. Comprendre la motilité. Motilité, c'est quoi? Mobilité, mouvement, déplacement cellulaire pour contrôler les métastases. Les cellules métastatiques se déplacent anormalement et rapidement. C'est des cellules rebelles. Elles ne sont pas sous le contrôle physiologique des cellules normales. Elles sont très motiles, elles sont très mobiles. Et par conséquent, l'une des protéines les plus impliquées dans ce mouvement, c'est l'actine cellulaire. C'est un polymère semi-flexible, dynamique, qui s'ancre à la membrane plasmique pour former et tirer la cellule vers l'avant. Ça veut dire que cette cellule qui se déplace, on sait pertinemment que les cellules métastatiques, quand elles se déplacent, c'est pour consommer, pour éliminer, pour transformer les cellules normales. Et par conséquent, le cancer évolue. Et on met en évidence la structure de l'actine. Par un mécanisme biochimique, elles agiront sur la mobilité cellulaire et pourront inclure, bien sûr, des métastases. Elles pourront se développer des métastases. Alors, pardon, si on arrive maintenant à contrôler, pourquoi on étudie l'actine? Pour pouvoir éliminer ce problème de métastase. Notre objectif, c'est d'éliminer la prolifération des cellules cancéreuses. Quelques pathologies, maladies moléculaires des filaments intermédiaires. Pour votre information, les filaments intermédiaires, on verra plus tard, Inch'Allah, dans le noyau, ce sont les éléments constitutifs du noyau. Donc, au lieu de dire cytosquelette, on va dire nucléosquelette. C'est le squelette du noyau, pardon. Et le squelette du noyau, pardon, c'est la même chose que le squelette de la cellule. Au lieu de dire cytosquelette, on va dire nucléosquelette. Au lieu de dire cytoplasme,
on va dire nucléoplasme. Mais quand on a fait des analyses du nucléosquelette, on a constaté que ce nucléosquelette est dominé par des filaments intermédiaires. Alors, du fait de cette spécificité d'expression, l'étude immunohistochimique, nous en cytologie ou bien en histologie, on utilise le complexe anticorps, antigène-anticorps au niveau des tissus et des cellules en mettant en évidence des substances chimiques, des protéines, des filaments intermédiaires dont les tumeurs peu différenciées permet de suggérer une différenciation tumorale. C'est pour cela que quand on va mettre en évidence ces filaments intermédiaires, on dira comment ces filaments intermédiaires se comportent dans ces situations. Exemple, l'immunodétection des kératines permet de définir une tumeur épithéliale. Ça veut dire que quand on va utiliser cette immunodétection, alors immuno qui m'a antigène, anticorps, et on va utiliser ce système antigène-anticorps qu'on va marquer, et quand on va marquer, on va déterminer, bien sûr, on va détecter ces kératines qui vont permettre de définir les kératines, est-ce que c'est une tumeur épithéliale. La desmine, une tumeur musculaire. Vous voyez que chaque protéine, chaque substance, elle est spécifique à un type de cancer. Les kératines dans les tumeurs épithéliales, la desmine dans les tumeurs musculaires. Ces études permettent également de détecter des micro-métastases. Au lieu de dire, voilà, c'est la cellule qui est en métastase, quand vous allez étudier ces protéines, vous allez détecter les petites cellules métastasiques, c'est-à-dire à l'échelle un peu plus réduite. Plus de 30 maladies liées à des mutations génétiques dont les filaments intermédiaires ont été décrites. Ma foi, ce sont des maladies rares, mais c'est des maladies génétiques. Actuellement, dans le Covid-19, dans toutes les pathologies, on va directement cibler la génétique. Maintenant, on est passé à la génétique moléculaire. En parallèle à la génétique moléculaire, on a la biologie moléculaire, la biomol. C'est pour cela que nous sommes obligés maintenant d'aller à l'échelle 10-9 pour voir l'aspect moléculaire proprement dit. Donc plus de 30 maladies génétiques dues, bien sûr, à des mutations des gènes. Et là, quand il y a une mutation des gènes qui exprime les protéines des filaments intermédiaires, automatiquement le filament intermédiaire devient défaillant, il ne pourra plus accomplir son rôle, il a des défauts et par conséquent c'est une maladie génétique. Les effets de ces mutations dépendent de la nature des protéines et de leur localisation cellulaire, ce qu'on a dit tout à l'heure. Les filaments intermédiaires défectifs peuvent mal se polymériser, désorganiser et entraîner des pathologies sévères. Donc, s'il n'y a pas une bonne polymérisation des filaments intermédiaires, automatiquement, ils ne pourront plus assurer leur rôle bien défini. La perte de l'intégrité cellulaire et nucléaire. Pourquoi on a dit cellulaire et nucléaire? Et là, je reviens à l'explication de tout à l'heure. On a dit cellulaire parce que les filaments intermédiaires font partie du cytosquelette, et nucléaire parce que les filaments intermédiaires aussi font partie du nucléosquelette. Après, une exposition à des traumatismes physiques, là, physiquement, soit une pression, un étirement de la chaleur, et là aussi, on remarque qu'il y a ces traumatismes qui vont léser, qui vont couper ces filaments intermédiaires, et par conséquent, ils ne pourront plus accomplir leur rôle. C'est pour cela, on dira, ces pathologies, en général, sont dues à la fragilité, soit une expression génétique, soit une expression, bien sûr, mécanique ou bien physique proprement dite. Les gènes et les protéines des filaments intermédiaires, le génome humain contient à peu près 65 gènes fonctionnels codant pour les protéines des filaments intermédiaires normaux. Parmi les 65 gènes, il en a trouvé 30 gènes qui peuvent faire des mutations et entraîner des maladies. Alors, ce qui en fait plus d'une centaine de familles de gènes les plus importants. Les filaments intermédiaires forment une famille complexe divisée en 5 groupes. Ça veut dire
À l'échelle moléculaire, en biomol, on a 5 groupes. Premièrement, les filaments intermédiaires de type 1 et de type 2, les kératines. Si jamais il y a un gène défaillant, on entraîne une pathologie. Type 3, la desmine, la vimentine, le GFAP, glial fibrillary, acide protéine, la même chose. Les cellules gliales au niveau des fibres, au niveau du système nerveux. La périphérine, vous voyez que toutes ces protéines appartiennent aux filaments intermédiaires de type 3. Si jamais il y a une défaillance de gène, c'est toujours la pathologie. Type 4, les neurofilaments. On sait aussi, en histologie, on a vu qu'une cellule nerveuse est formée par un péricaryon et un axone. Les neurofilaments, ce sont bien sûr les filaments qui se trouvent à l'intérieur du neurone, du péricaryon jusqu'à la terminaison nerveuse. Type 5, voilà, type 5, les lamines, et type 6, l'anestine. Donc vous voyez que ce sont des protéines, les 5 groupes de protéines, des filaments intermédiaires qui, bien sûr, interviennent dans la famille complexe de ces filaments intermédiaires. Donc, après avoir vu les gènes, on va essayer de voir le contrôle de la prolifération cellulaire. Qui dit prolifération, donc multiplication cellulaire. Et lésion de l'ADN et la mort cellulaire. Nous avons 3 gènes importants qui interviennent dans la prolifération cellulaire et dans le déséquilibre. Et parmi ces 3 gènes, nous avons les oncogènes. C'est des gènes régulateurs positifs qui s'expriment, qui se multiplient, qui interviennent en cas de cancer. Donc, ils deviennent hyperactifs. Ça veut dire qu'ils favorisent le cancer. 1. 2. Il y a des gènes qui font le contraire des gènes régulateurs positifs. On les appelle les gènes régulateurs négatifs. Sauf que malheureusement, en cas de cancer, ils sont inactivés. Ça veut dire qu'on a des gènes positifs qui s'expriment et qui se développent, ils sont hyperactifs en cas de cancer. Maintenant, on a dit, c'est bien, il y a des gènes régulateurs mais négatifs. Sauf, en cas de cancer, ils sont inactivés. C'est comme si on n'a rien du tout. Le 3e type de gènes, c'est les gènes réparateurs. Donc, qui commandent, bien sûr, les mécanismes de réparation de l'ADN. Comme on a dit, l'ADN, durant toute la journée, notre ADN, il diminue, il se dégrade, mais il est renouvelé. Donc, un renouvellement permanent pour assurer cet équilibre. Qu'est-ce qui se passe? En cas de lésion ou de mutation, ils sont également inactivés dans le cancer. Donc, oh, c'est bien, on a eu des gènes réparateurs, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? En cas de cancer, ils sont inactivés. Ça veut dire que les gènes régulateurs négatifs, ou les gènes réparateurs, ou bien les gènes régulateurs positifs, convergent vers le même objectif. Positifs, ils sont hyperactifs. Négatifs, ils sont inactivés. Et les gènes réparateurs sont inactivés. Ça veut dire que c'est le contrôle de la prolifération cellulaire, lésion de l'ADN et la mort cellulaire. Et chaque fois, au niveau de chaque cours, on est obligé de se référer à l'actualité, ce qui se passe actuellement. Et là, on essaye de dire, voilà, au lieu de donner des médicaments, de faire la chimiothérapie, il y a certains chercheurs qui préfèrent le suicide cellulaire forcé. Quel type de cellules? Uniquement les cellules ciblées, les cellules cancéreuses. C'est pour cela que la multiplication cellulaire est un processus hautement contrôlé. Parce que multiplication, qui dit multiplication, 2 types. Multiplication des cellules normales physiologiques, multiplication anarchique et rebelle des cellules cancéreuses. Toutefois, dans certains cas, des lésions ou des mutations cellulaires se manifestent et agissent sur le processus de contrôle. Donc interviennent dans la multiplication des cellules et deviennent inefficaces et la prolifération revêt un caractère anarchique, c'est le cancer. Donc c'est pour cela qu'on a dit, quand il y a une multiplication normale, les cellules se développent, se prolifèrent, se multiplient, se répandent normalement. Mais quand il y a
anomalie, on dira c'est une prolifération anarchique, non contrôlée, présentant des mutations, c'est le cancer proprement dit. Pour rétablir les mécanismes, voilà ce qu'a fait Thomas Boisson, pour rétablir les mécanismes de défense des cellules et contourner les écueils de la chimiothérapie, et les écueils, les effets secondaires et les inconvénients de la chimiothérapie. Des scientifiques ont découvert un moyen pour cibler et détruire les cellules cancéreuses avec une extrême efficacité en les amenant tout simplement à se suicider. Ça veut dire qu'en mettant en évidence ce processus de destruction des fils, du squelette de la cellule, la multiplication de la cellule, il oblige les cellules à se suicider. Ça veut dire qu'au lieu que la cellule se prolifère, la cellule se suicide et meurt. Et par conséquent, c'est un moyen d'éviter les écueils de la chimiothérapie. L'élasticité cérébrale, la même chose ici. Un deuxième exemple, on utilise aussi des protéines comme la nestine, est une protéine cible prometteuse. Et là aussi, elle fait partie, toujours comme on a dit, le nanofilament à l'échelle 10-9 du cytosquelette. Voilà, elle intervient, comment? En agissant comme centre de contrôle du période de stress cellulaire et constitue des cibles intéressantes dans de nombreuses maladies. Donc vous voyez que c'est en 2019, et voilà la nestine, une protéine clé de la neurogénèse. Ça veut dire que cette élasticité cérébrale, ou bien c'est le fait de faire intervenir des protéines du cytosquelette, ça veut dire que la recherche fondamentale est toujours en activité et elle est toujours prometteuse. Et je vous remercie pour votre attention.